micro de Steve Nadjar. Cédric Mas, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio J. Vous êtes historien militaire, président de l'Institut Action Résilience et vous suivez de très près l'évolution de la situation militaire en Ukraine. L'armée ukrainienne qui aurait pris le contrôle d'environ 6000 km² dans l'est et le sud du pays depuis le début du mois de septembre. C'est ce qu'a affirmé hier le président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est même 2 fois plus que ce qui avait été annoncé la veille par les mêmes autorités ukrainiennes. Appelez-vous néanmoins, Cédric Mas, à l'instar des États-Unis, à rester prudent sur la portée de cette contre-offensive ukrainienne? Alors, il faut rester prudent sur la suite des événements et la signification de cette contre-offensive, en effet. Ça peut constituer un tournant dans les opérations militaires, puisque désormais l'armée ukrainienne dispose de l'initiative et elle dispose d'en plus d'un sentiment nouveau qui est celui de pouvoir vaincre l'armée russe et de pouvoir la battre du fort au fort. Donc il y a une dynamique de la victoire qui s'instaure, mais le conflit est encore long et c'est pour cela qu'il faut rester prudent. Les troupes russes sont encore en nombre et sont d'ores et déjà en train de reconstituer un front d'ailleurs après leur lourde défaite et la retraite qu'elles ont réalisée en 3 jours à peine en abandonnant la majorité de leur matériel d'ailleurs. Cette évolution sur le terrain, Cédric Mas, elle est inattendue pour l'ensemble des acteurs présents sur le champ de bataille? Alors, pas du tout. En fait, si vous voulez, il y a 2 sujets. Le premier sujet, c'est la planification d'une offensive à plusieurs étapes. Nous n'en avons que la deuxième pour l'instant sous nos yeux. La première, c'était à la tête de pont de Kherson et les opérations sont toujours en cours. La deuxième, c'est cette offensive sur Balaklia vers Bivka qui a débouché sur la prise de tout le saillant d'Izium et l'évacuation en retraite de la part de l'armée russe de tout le front qui était au nord et à l'est de Kharkiv. Mais si vous voulez, ça fait 2 mois et demi que les 2 camps luttent pour l'initiative et que nous voyons que l'armée russe peine de plus en plus, perd encore de l'efficacité, alors même que l'armée ukrainienne monte en compétences, notamment au niveau de la planification et du commandement. Comment vous l'expliquez, ces défaillances côté russe? C'est une question de motivation, c'est une question aussi peut-être de décalage en termes d'approvisionnement militaire? Alors, on a 3, on peut distinguer à ce stade 3 groupes de causes à cette baisse de compétences. La première, ce sont les pertes extraordinaires subies par l'élite de l'armée russe lors des 2 premières semaines du conflit. Rappelez-vous, c'est l'élite de l'armée russe qui s'est lancée depuis le Bélarus vers Kiev et qui a subi de très lourdes pertes. Donc c'était les troupes aéroportées, les troupes de marine, les forces spéciales. Et ces pertes-là sont désormais irrattrapables. C'est la qualité, c'est vraiment la pointe acérée de l'armée russe qui a été ébréchée et ça a conduit à une Ça a conduit à une désorganisation de l'armée russe? Ça veut dire qu'ils perdent en compétences. C'est-à-dire que depuis, ils ne peuvent engager que des mercenaires, que des troupes de seconde zone. Et on l'a vu dans le saillant d'Izium, où c'était des troupes du supplétif ukrainien et également les OMON, c'est-à-dire les milices idéologiques du régime, certes militarisées, mais qui ne sont pas des troupes d'élite, loin de là. Donc ça, c'est la première famille de causes, c'est-à-dire les pertes. Ensuite, la deuxième famille de causes, ce sont les faiblesses systémiques de l'armée russe, notamment en termes d'encadrement et de compétences. Nous sommes dans un régime dictatorial où on privilégie la fidélité et le caractère inoffensif pour le pouvoir en place, est privilégié pour obtenir des promotions, plutôt que la compétence. Donc ça, c'est un point très important. Et enfin, la troisième série de causes, c'est l'aide alliée, l'aide américaine, britannique et occidentale, avec deux points très importants. Un, la transmission de compétences et de renseignements, mais pas simplement de renseignements et d'informations, mais aussi la transmission de compétences, de savoir-faire dans la manœuvre offensive. On a vu des offensives qui sont mises en place qui sont du niveau de l'OTAN. Et deuxièmement, la livraison de matériel, je pense notamment au système HIMARS, qui ont été vraiment un changement important. C'est-à-dire la lutte pour l'initiative a commencé fin juin lorsqu'il y a eu le début de ces frappes systémique, organisée dans la profondeur contre les dépôts, contre le point faible de l'armée russe qui était sa logistique. Cédric Mas, est-ce que Vladimir Poutine peut être fragilisé politiquement par ces reculs de son armée? Alors il l'est déjà, puisque nous constatons qu'il y a des appels à sa destitution de la part d'élus locaux qui étaient traditionnellement des opposants en politique. Donc il faut notamment à Moscou, limiter, mais dans la capitale. À Moscou et à Saint-Pétersbourg. Si vous voulez, mais les langues se délient. Bien évidemment qu'il est fragilisé politiquement, mais pour autant, depuis le début de cette invasion,
un des mobiles de cette invasion a été d'ailleurs de resserrer son contrôle sur une société russe qu'il avait fortement contestée, rappelez-vous, en 2020 notamment lors des manifestations du mouvement Navalny, 2019-2020, avec des manifestations très importantes dans toute la Russie, y compris la Sibérie la plus reculée. Et donc là, il a resserré la mobilisation de la société russe dans ce conflit. Ça lui permet notamment de transformer chaque critique de son pouvoir en une trahison d'un pays, des intérêts russes qui sont en guerre. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Je vous rappelle que toute critique de l'armée russe aujourd'hui, c'est une peine de 15 ans de prison, et c'est une loi qui est passée après l'invasion du 24 février 2022. Donc il faut être très prudent. Bien évidemment que la solution à ce conflit, elle sera politique, et que tant que le régime de Vladimir Poutine sera en place, ça sera un obstacle à la paix que nous désirons tous. L'armée russe qui a bombardé hier plusieurs zones récupérées par l'Ukraine, près de Kharkiv. Est-ce que Vladimir Poutine et plus globalement les autorités russes peuvent être amenés à faire le choix d'options militaires plus risquées, justement pour reprendre le contrôle de la dynamique que vous évoquiez tout à l'heure? Alors, on est dans une phase actuellement qui est parmi les plus dangereuses, puisqu'il y a plusieurs options qui sont sur la table, toutes plus inquiétantes les unes que les autres. Mais on ne doit pas vivre avec cette peur-là. Cette peur, elle existe depuis le début. Ces frappes de représailles et de vengeance sur les populations civiles, à chaque fois que l'armée russe a été tenue en échec ou a subi des pertes importantes, il y a eu des frappes. Rappelez-vous la gare de Kramatorsk, rappelez-vous les frappes dans ce dispensaire de santé le long du Dniepr, qui ont fait à chaque fois des morts et qui sont complètement gratuites. Ce sont des crimes de guerre avérés. On ne frappe pas des populations civiles pour se venger d'une défaite militaire. C'est contraire à la fois au bon sens, c'est contraire à l'intérêt de son propre pays à moyen et à long terme, et c'est aussi contraire au droit international. Une dernière question sur la France. Un débat aura lieu, Cédric Masse, à l'Assemblée nationale le 3 octobre sur le sujet, sur la guerre en Ukraine. Est-ce que la France peut être amenée à augmenter son soutien militaire à Kiev dans les prochaines semaines? Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux. Sachez que le soutien militaire français est largement supérieur à ce qui est officiellement annoncé. On l'a vu notamment avec l'apparition de blindés français dont les livraisons n'avaient jamais été réellement reconnues par le ministère de la Défense. Je pense aux vieux VAB, qui sont des blindés qui ont été bien utiles sur le front de la tête de pont de Kherson aux forces mécanisées ukrainiennes. Donc au-delà des canons César dont on parle beaucoup. Oui, dont on parle un petit peu moins en ce moment, puisqu'il y a les HIMARS et quelques autres systèmes, et les Panzerhaubitze 2000, donc ça c'est les canons automoteurs allemands de 155 mm, et qui sont en action dans l'offensive de Kharkiv. Bon. Si vous voulez, ce débat, c'est plutôt un danger, puisqu'en réalité, un des points faibles aujourd'hui de la position ukrainienne, du camp ukrainien, ce sont les opinions publiques occidentales, et particulièrement la France, l'Italie, où il y a des élections prochainement, et nous constatons à l'Institut Action Résilience une vraie action d'influence des réseaux pro-russes pour essayer de changer l'opinion. D'une manière plus générale, c'est le soutien occidental et européen à l'Ukraine qui est vraiment le point faible. Si nous cessions de les soutenir, bien évidemment que l'armée ukrainienne ne pourrait plus transformer sa résistance en victoire comme elle le fait actuellement. Elle a besoin de notre soutien, et donc quelque part, la vulnérabilité des Ukrainiens aujourd'hui, ce sont nos opinions, et c'est notre désir de poursuivre ce soutien-là. Il ne faut surtout pas que nous nous démobilisions dans notre soutien à cette lutte pour la liberté et la démocratie. Merci beaucoup Cédric Masse d'avoir été avec nous cet après-midi sur Radio J. Je rappelle que vous êtes expert militaire, historien, président de l'Institut Action Résilience. Votre interview est à retrouver sur notre site en podcast radioj.fr et sur notre page YouTube. À très bientôt sur Radio J. Bon après-midi à vous. Merci, au revoir.